Alors, ça dépend à quelle échelle. Si on parle d'une échelle territoriale, par exemple, il ne s'agit pas de faire forcément primer. Je crois qu'il faut accepter le jeu dans une gouvernance de la conciliation. Et ce qui change, en fait, en reconnaissant les droits des écosystèmes, et c'était la discussion qu'on avait eue avec le maire en novembre, c'est de dire qu'il s'est engagé à consulter, par exemple, l'Assemblée populaire du Rhône, à chaque fois qu'il y aura des décisions municipales concernant le Rhône, qui auraient un impact sur le Rhône, que ce soit de la construction, d'urbanisation, de barrages, n'importe quoi, de dire, OK, à partir de maintenant, on ne met pas autour de la table que le BTP, des représentants citoyens, des représentants politiques, donc économiques, humains et politiques. On met aussi autour de la table des personnes qui vont représenter les intérêts du Rhône pour sa valeur intrinsèque, pour son rôle écologique. Et donc, il s'était proposé en disant, par exemple, si l'Assemblée populaire du Rhône prend corps, vraiment, on consultera l'Assemblée populaire du Rhône à chaque fois qu'on prendra une décision concernant le Rhône. Et là, c'est une négociation. C'est une médiation qui se fait. Et c'est surtout une médiation qui va se faire en fonction d'un temps court et d'un temps long. Ce qu'on perçoit aujourd'hui à travers les décisions politiques, les décisions de gouvernance, ces discussions que j'ai eues, par exemple, je me souviens quand j'ai discuté du crime d'écocide avec la présidente de la commission des lois du Sénat, une fois, qui est docteur en plus, donc qui est censée être quand même concernée par ce qui se passe, la santé environnementale, la santé humaine et tout ça. Et elle me dit, de toute façon, nous, on répond aux exigences des multinationales, des grandes entreprises, avant tout, parce que on est élu sur un mandat de 4, 5 ans, 7 ans, grand max, et on répond à une demande citoyenne qui est de la croissance et de l'emploi. C'est ce que demandent les gens, de la croissance et de l'emploi. Et donc, on est obligé de satisfaire les demandes des multinationales parce que les multinationales nous garantissent de l'emploi et de la croissance. Donc, au niveau local, ça veut dire effectivement qu'on ne se projette pas sur un mandat et sur des résultats liés à un mandat, mais qu'on se projette sur un temps beaucoup plus long. Et c'est pour ça que je parle des générations futures, parce que ça veut dire qu'il y a une volonté politique d'inscrire une démarche qui va aller regarder les impacts sur le temps long. Les Navarro, par exemple, disaient « on ne prend aucune décision sans regarder les impacts sur les 7 générations à venir ». Et c'est à l'aune de ces impacts qu'on prend la décision aujourd'hui. Qui fait ça, chez nos politiques, de réfléchir aux décisions qu'ils vont prendre. Donc, comment faire? Ça veut dire, convaincre effectivement des politiques ou voter pour des hommes et des femmes politiques qui ont cette volonté de défendre les générations futures et de se projeter dans un temps long, et donc de ne pas chercher du résultat à court terme, et puis ensuite de concilier, et ça c'est la théorie du donut que je vous ai expliqué, entre le plafond écologique et le plancher social, de trouver des voies de conciliation, parce qu'il faut aussi prendre en considération les besoins immédiats des populations les plus vulnérables, et s'il y a besoin de construire des logements sociaux, s'il y a besoin de... Donc je peux pas dire que ça prime, si ce n'est que, et là je vais parler à l'échelle globale, si on décide d'un modèle de gouvernance à l'échelle globale, qui reconnaît par exemple le crime contre l'écosystème Terre, avec le crime d'écocide, qui reconnaît les droits de la nature par les Nations Unies, avec une déclaration universelle des droits de la nature, qui a été proposée depuis 2010 aux Nations Unies, et qui est reproposée aujourd'hui par l'Équateur depuis février, et qui est en discussion au sein des Nations Unies, si on a ces règles qui deviennent des règles universelles, alors de fait, on est obligé de renverser la table, de renverser le modèle, et de dire, on reconstruit le droit commercial de manière, effectivement, à respecter les limites planétaires et à respecter les droits des générations futures. Et ce qu'il faut savoir, je finirai là-dessus, je me souviens de ma première conférence face à un parterre de 500 ou 600 chefs d'entreprise, où je devais leur parler du crime d'écocide. Et j'étais terrifiée. Je me suis dit, ils vont me lyncher, quoi. Parce que si je leur dis que je veux une loi qui permette de mettre les patrons en prison s'ils détruisent la nature, ils vont me prendre pour une cinglée.
Et en fait, j'ai eu une standing ovation à la fin. Et je leur ai dit, mais pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il me dit, mais il faut bien comprendre, à part des grosses multinationales cyniques comme Total, qui n'en a rien à faire, la plupart d'entre nous, on est ce qu'on appelle en dissonance cognitive. On sait qu'on va vers la catastrophe, on sait qu'il faut qu'on agisse, mais on n'a aucune boussole, aucun cadre qui nous contraint à le faire, ce qui fait que quand on est face aux actionnaires, puisque finalement c'est les actionnaires qui vont décider des actions à mener, les actionnaires nous disent, nous on veut du profit à court terme, et donc on sait qu'on va faire du profit à court terme, par exemple en forant un puits en Alaska. Moi, je sais que je ne devrais pas le faire au regard des engagements climatiques de la communauté internationale, au regard des conséquences que ça a sur l'environnement, sur le futur, etc. Je n'ai aucun pouvoir pour leur dire non. Aucun. S'il y a un cadre pénal, je vous en ai pas parlé du crime d'écocide, mais imaginez les droits de la nature, vous avez deux facettes dans le droit. Vous avez le droit public, c'est les droits de la nature qui reconnaît donc voilà, comme sujet de droit les éléments naturels en plus des sujets humains. Et puis vous avez pour les actions les plus destructrices et qui ont un caractère criminel, en droit pénal, vous avez donc des peines en droit pénal pour, par exemple, destruction de la nature. Et donc il me disait, si on a une reconnaissance d'un crime contre l'écosystème terrestre qui fait peser une menace sur nos épaules d'aller en prison si on prend des décisions qui peuvent être caractérisées comme étant un crime, alors on est en capacité de dire non. Parce que si on démissionne en disant « moi je ne prends pas cette responsabilité parce que c'est moi qui vais en tôle », la personne qui va recruter à ma place aura la même responsabilité pénale. Donc, c'est une mission que j'ai eue aux Nations Unies il y a quelques années où je suis intervenue au Jour de la Terre à New York. Je leur ai dit, il faut agir en même temps à l'échelle globale, trouver des règles universelles nouvelles. On en a aujourd'hui, mais qui sont adaptées à la crise écologique et climatique et qui reconnaissent les erreurs qu'on a fait globalement en tant qu'humanité. Et en même temps, à l'échelle des territoires, expérimenter des modes de gouvernance qui soient des modes de gouvernance qui prennent le temps long et qui prennent les générations futures en compte et qui mettent autour de la table les intérêts des écosystèmes naturels au même titre que les autres intérêts commerciaux et individuels, économiques et politiques. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Avez-vous une vision de l'avenir, l'évolution de l'humanité sur Terre et quels scénarios sont possibles? Bon, alors il faut que je vous réponde franchement, j'imagine. Alors, je pense qu'on va au-devant de moments très très difficiles à l'échelle mondiale. Vraiment, je pense qu'on va au-devant et on le voit, ça se durcit. Il y a de plus en plus de risques de Troisième Guerre mondiale, il y a de plus en plus de risques de conflits localisés, mais qui auront une influence forcément et sur l'économie, et donc sur la mondialisation des échanges, on le voit avec l'Ukraine, et sur la gestion des flux migratoires, parce qu'imaginez, des centaines de millions de personnes sur les routes, il va bien falloir qu'on le gère et qu'on ne peut pas fermer les yeux, plus effectivement une raréfaction des ressources, donc je pense que les années vont être extrêmement dures avec les catastrophes climatiques, etc. Je crois aussi que, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai écrit mes premiers livres, que l'humanité semble avoir oublié ce que j'appelle l'instinct de survie de l'espèce, qu'ont tous les animaux. C'est-à-dire qu'au-delà de nos intérêts particuliers, il semblerait qu'on ait vraiment beaucoup de mal à prendre conscience de ce qui se joue à l'échelle globale tant qu'on n'est pas touché individuellement. Mais ce qui veut aussi dire qu'il va forcément y avoir un sursaut. C'est-à-dire tout ce dont je vous parle, les droits de la nature, le crime d'écocide, etc., ça risque d'arriver trop tard par rapport au fait que, par exemple, et ça je crois que c'est une autre question, je vais y répondre en même temps, le changement climatique, il a démarré, il est emballé, on ne peut plus faire marche en arrière. Ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas possible de revenir en arrière. Il va falloir des centaines de milliers d'années pour y arriver. En revanche, on peut freiner, c'est-à-dire, et c'est ce qu'avait posé l'accord de Paris en 2015,
C'était de dire on essaye de rester en deçà de 1,5 degré, maximum 2, et donc on fait ce qu'il faut, on abandonne les énergies fossiles, on fait une transition énergétique, etc. Sauf que comme on n'a pas remis en question tout le système, ben on n'y arrive pas. Et en plus, effectivement, on est face à des lobbies qui font absolument tout pour tenir le gouvernail jusqu'au bout et finalement, réduire à peau de chagrin les principes démocratiques auxquels on croit et qui ne fonctionnent plus. Donc on ne peut que freiner le changement climatique. En revanche, pour la biodiversité, c'est ça qui est fabuleux avec la biodiversité, avec le vivant, c'est que si on fout la paix à la biodiversité, en quelques années, en 30 ans, elle reprend ses droits. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir énormément de victimes, humaines et non humaines, mais à un moment donné, comme on va tous finir par être touchés individuellement, on va tous se mettre en mouvement. On va tous revendiquer ces nouvelles lois, ces nouveaux paradigmes, ces nouveaux modèles de gouvernance. Donc on ne fera pas l'impasse sur des milliers, voire des millions de victimes, mais je pense qu'on va être obligé à un moment donné. C'est ça où c'est vraiment le chaos total. C'est-à-dire que si on décide qu'on a peur des flux migratoires, on construit des murs, on vote tous pour des partis d'extrême droite dans tous les pays européens, pareil aux États-Unis, etc., ça veut dire qu'on va se retrouver complètement isolé dans le monde, effectivement en se disant bon, il faut qu'on soit souverain, donc on relance, on réouvre les 140 mines d'uranium qu'on a fermées et on arrête de forer de l'uranium au Niger pour nos centrales nucléaires. On ouvre les mines de lithium dans les zones préservées sur la côte pour pouvoir avoir des batteries et continuer à vivre de manière luxueuse. Et en fait, à vouloir essayer de retrouver une souveraineté totale tout en maintenant un niveau de vie tel qu'il est aujourd'hui, de toute façon, on implosera. On implosera. Parce que comme on va continuer à contribuer au changement climatique, à un moment donné, l'eau des rivières va passer au-dessus de 28 degrés, il n'y en aura presque plus avant même l'été, les centrales nucléaires pourront plus refroidir, elles vont finir par péter. Il faut bien comprendre, on est sur... il y a 58 réacteurs nucléaires en France, ils sont tous en fin de vie, ou alors ils sont pleins de défaillances. Si on est en incapacité de les maintenir correctement, bon, bref, je ne veux pas... Voilà. Donc, l'avenir est sombre, mais je pense qu'il y a la capacité chez l'humain, s'il est touché vraiment dans ses tripes, dans son corps, de revendiquer d'autres modèles. Et là, ce que vous faites, c'est simplement de prendre un temps d'avance sur le collectif qui finira par le faire. Et on le voit, il y a des frémissements, on le voit là dans les dernières élections nous montrent qu'il y a des prises de conscience d'un côté qui s'expriment et qui se radicalisent, il y a des peurs qui s'expriment et qui nous enferment dans une vision complètement illusoire on construit des murs, on se protège, le monde n'existe pas et on préserve la race blanche. Bon. Mais ça, c'est du délire. Je veux dire, c'est du délire. Je dis pas ça sur un plan idéologique. Je dis ça ne peut pas fonctionner parce que l'humain, est comme tous les êtres vivants sur Terre, est en interdépendance avec tout ce qui est et a besoin de toute la diversité et végétale, et animale, et culturelle humaine pour pouvoir s'épanouir et se développer, à mon sens. Quel sera notre plan d'attaque ? Alors, je ne répondrai pas à cette question. Non, je ne répondrai pas à cette question parce que je crois vraiment que là, c'est à vous de trouver la réponse. C'est vraiment votre rôle. Comme je vous ai expliqué, il y a plein de... Je vais vous donner, par exemple, parce que j'ai pas eu le temps de le développer pendant la conférence. En Corse, par exemple. En Corse, alors il y a une identité territoriale très forte. Et la Corse, comme la Nouvelle-Calédonie, a une compétence pour légiférer sur l'environnement, ce que n'a pas les régions françaises. Parce qu'il y a une autonomie qui leur a été un peu... Or, eux, ils avaient un fleuve qui était menacé, le Tavignane. Ce sont d'abord des citoyens qui ont
saisi la justice, voyant que ça ne marchait pas. Ils ont rédigé une déclaration des droits du fleuve Tavignano, donc des citoyens proches du fleuve. Cette déclaration a été endossée par, on dit ça en français? Des fois, j'ai un peu de doute sur les mots. Par 30 municipalités et en décembre dernier par l'Assemblée territoriale de Corse, donc par le gouvernement corse, qui a signé la déclaration des droits du fleuve Tavignano. Donc, les politiques se sont engagés à préserver le fleuve. Or, comme il y a un projet d'enfouissement de déchets ménagers et amiantifères qui est prévu depuis déjà plusieurs années et qui est déjà engagé, le recours en justice continue. D'accord ? Ce que j'attends de voir, c'est est-ce que le juge, si l'avocat se saisit de la déclaration des droits du fleuve Tavignano en disant l'Assemblée territoriale de Corse veut préserver les droits du fleuve, est-ce qu'on peut mettre ça en opposition avec le projet d'enfouissement pour stopper le projet? Ça créerait une jurisprudence. Voilà, donc eux, ils ont fonctionné comme ça. En Irlande, ce sont des politiques qui ont fait voter au sein des conseils de district des résolutions reconnaissant les droits des écosystèmes locaux. Et ça a fait boule de neige, c'est-à-dire que ça a commencé en République, en Irlande du Nord, donc côté anglais, dans le nord, puis le district d'en dessous, et puis finalement le district de Donegal, qui est en République d'Irlande, qui est à la frontière, a dit mais les écosystèmes n'ont pas de frontières, on est dans deux pays dits officiellement différents, mais on va voter la même résolution, et comme ça on protège les écosystèmes à l'échelle d'un territoire qui n'est pas lié par des frontières et des États souverains, qui est lié en fonction effectivement de la continuité écologique, voilà, des fjords, des fleuves, des marais, etc. Donc, il y a plein de manières d'agir. En Espagne, la Mar Menor, c'est une professeure de droit qui a lancé une initiative citoyenne parce qu'il y a un système, comme en France, où s'il y a 500 000 signatures de citoyens, le Parlement est obligé de légiférer par rapport à une demande citoyenne. Donc elle a lancé ça, elle a obtenu 600 000 signatures, et donc le Parlement est obligé de légiférer. Nous, on a le Conseil économique et social qui jusqu'à présent avait ce rôle-là, de récupérer des pétitions d'initiative citoyenne, et donc de présenter des textes au Parlement. Mais on lui a enlevé pas mal de prérogatives, mais quelque part, il y a une obligation du politique, à partir du moment où il y a une demande forte voilà. Donc ça peut être aussi multiforme. C'est-à-dire créer une initiative citoyenne, lancer une procédure en justice, mais ça, il faut être super prudent, parce que une jurisprudence peut avoir un effet positif, mais aussi un effet négatif. Si un juge ne reconnaît pas votre requête, il grave dans le marbre le fait que les droits de la nature ne peuvent pas être reconnus en France. Donc il faut être super prudent. Voilà. Et puis après, d'expérimenter, comme le propose la mairie de Lyon, et donc de ne pas lâcher le maire en disant vous avez dit que vous nous consulteriez, donc prouvez-le et faites-le. Qui insuffle ces lois de justice environnementale? Alors, de quelle loi vous parlez? Des droits de la nature, ou de justice, ou du concept de justice environnementale en général? Oui. Par rapport aux exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc l'avancée des droits de la nature en général. D'accord. Oui. Alors c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai expliqué, souvent j'entends dans les détracteurs, hein, des gens qui ont été formés sur le droit environnemental et qui ont du mal à sortir de leur cadre de référence et qui trouvent qu'on perturbe la règle du jeu. Ils disent oui, mais en fait, vous vous inspirez de cosmogonie, c'est-à-dire de vision du monde, de peuples qui sont des peuples de sociétés traditionnelles, des peuples autochtones, et nous, on ne fonctionne plus comme ça. Or, comme je vous l'ai expliqué, d'une part, les premières lois sur les droits de la nature ont été votées par des populations blanches, et les penseurs des droits de la nature, les philosophes, penseurs, juristes des droits de la nature, étaient aussi
des Blancs. Ça a été par exemple Christopher Stone qui a écrit un article à un moment donné. Walt Disney voulait détruire une forêt de séquoias géants aux États-Unis. Il a écrit un article qu'il a présenté au juge qui opposait donc les défenseurs de l'environnement pour la forêt face à Walt Disney. Et il a écrit un article en disant: est-ce que les arbres peuvent plaider? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent aller en justice? Et donc il a posé le premier texte vraiment qui a été connu internationalement, qui a émis l'idée qu'une forêt pouvait se défendre en justice. Puis après, il y a eu Thomas Berry qui a beaucoup étudié les modes de pensée de toutes les spiritualités du monde et pas que autochtones. Les bouddhistes, les confucianistes, le zen, les hindouistes, etc. Et il s'est rendu compte qu'en fait, dans la plupart des spiritualités du monde, autres que le monothéisme, c'est-à-dire la Torah, la Bible et le Coran, puisque je vous rappelle que c'est la même histoire, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, on est sur un même texte à l'origine, c'est les mêmes protagonistes, les mêmes personnages, c'est juste qu'il y a eu des prophètes qui sont arrivés les uns après les autres et qui ont... Bref, je ne vais pas faire un cours de culture religieuse, mais c'est important de le comprendre parce que je vais y revenir. Il y a toujours eu une volonté des populations humaines de célébrer la création, de célébrer la vie et de vivre en harmonie selon les lois de la nature. Et donc c'était un prêtre, Thomas Berry, et il a écrit plusieurs livres sur les droits de la nature en s'inspirant justement de ces modes de pensée dans le monde. Mais ce qui se passe, c'est que les peuples autochtones, parce qu'ils ont des règles qui sont non écrites, ce qu'on appelle le droit coutumier, n'ont jamais eu besoin d'écrire que la nature avait des droits, d'autant plus qu'ils se sont toujours considérés comme partie de la nature. Ils ont toujours aussi considéré, et ça remet en question un principe fondamental en Occident qui est le droit de la propriété, où ils ont toujours dit: nous appartenons à un territoire, mais ce n'est pas le territoire qui nous appartient. Et donc nous vivons selon les règles de ce territoire. Et nous partageons les ressources avec tous les habitants de ce même territoire parce que nous savons que si nous ne respectons pas ces règles de partage et de sobriété, alors à un moment donné, nous-mêmes, on va manquer de ressources. Et donc, ils n'ont jamais eu besoin de l'écrire. Et c'est pas un hasard si, par exemple, les nations indiennes aux États-Unis qui ont inscrit les droits de la nature dans leur constitution tribale l'ont fait ces 5-6 dernières années seulement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit: bon, puisque vous, les Blancs, vous avez besoin de vous dire que la nature a des droits, ce qui est une évidence, puisque la nature nous préexiste, et que donc elle a de fait un droit à exister intrinsèque. C'est pas à nous de décider qu'elle a des droits. Elle les a, ces droits. Elle est là, elle était là avant l'humain. L'humain fait partie de la nature. L'humain est une des espèces qui est arrivée sur Terre. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont dit, mais si on reconnaît les droits de la nature dans notre Constitution, alors on va pouvoir, comme ça s'est passé en Équateur, s'opposer à des projets industriels. Parce qu'ils sont menacés par des mines d'uranium, ils sont menacés par des pipelines de pétrole, ils sont menacés par des pollutions environnementales comme les sables bitumineux, etc. Et donc, ils ont écrit ce qu'on appelle le droit positif, ils ont écrit qu'ils reconnaissaient les droits de la nature. Donc, on peut dire que les sociétés traditionnelles avaient une vision du monde qui est porteuse, pour moi, de réponses au niveau juridique, mais ce ne sont pas eux qui les ont écrits en premier. Et si l'Équateur a une constitution qui reconnaît les droits de la nature, c'est parce qu'au moment où ils ont viré le dictateur en place et qu'ils ont écrit une nouvelle constitution, ils ont demandé pour écrire, ils ont créé une constituante, ce qu'on appelle une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée qui écrit la constitution, et ils ont demandé donc à la société civile, aux populations autochtones, aux associations de protection des droits humains, de protection environnementale, etc., de s'associer et d'écrire un texte ensemble. Et ce texte donc, a été influencé par la vision des peuples autochtones, qui parle de la Pachamama, la mère nourricière, la terre-mère. Mais je pense que s'ils avaient été tout seuls, à l'époque, ils n'auraient pas écrit ça, parce que c'est une évidence. Mais c'est une évidence que nous avons oubliée. Et nous l'avons oubliée. Pourquoi, à mon avis? Parce que justement, la culture occidentale, qui est une culture de domination depuis des millénaires, je vous rappelle, 400 ans d'esclavage, colonisation du monde, et aujourd'hui colonisation économique du monde encore, puisqu'on va chercher toutes nos ressources ailleurs, s'est construite sur un présupposé qui a été mis en exergue dans les textes sacrés, en particulier dans l'Évangile
il y a plusieurs versets dans le texte biblique et l'Évangile. Il y a des versets qui nous disent qu'on devrait être des gardiens de la nature et de bons gestionnaires, etc. Mais Rome, hein, qui a traduit 300 ans après la mort de Jésus, et qui était un système de domination patriarcale, a mis en exergue plutôt d'autres versets qui nous disent, le verset 1,26 par exemple, nous dit « L'homme dominera sur terre, sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui vole, sur tout ce qui rampe, sur tout ce qui pousse. » Et donc a posé l'humain en haut de la pyramide du vivant comme maître et dominateur. Et ça a été de nouveau reposé au siècle des Lumières en France, qui a essaimé après dans la pensée occidentale, où on nous a dit l'humain est maître et possesseur de la nature. Et le progrès sera le salut de l'homme. Derrière le progrès, c'est inscrit le mythe de la croissance infinie. Et voilà. Et donc on a à déconstruire culturellement une vision de nous-mêmes dans le monde, qui est une vision extrêmement individualiste, puisqu'elle repose sur l'idée que chacun est maître de son destin et peut faire ce qu'il veut, d'où les principes constitutionnels de la liberté individuelle, de la liberté d'entreprendre, qui sont sacro-saints principes aux États-Unis, et en même temps qui nous pose comme maître et possesseur de la nature, donc qui a posé aussi le droit de propriété sur la terre, que personne ne remet en question parce qu'on est, on est habitué depuis qu'on est tout petit. Hein. C'est cool, j'ai une maison, j'ai un terrain, mes enfants en hériteront, et on perpétue un système qui nous place pas du tout dans un rôle de gardien. Et je finirai là-dessus, une petite anecdote que je trouve très mignonne. C'est un agriculteur américain qui est allé voir un notaire et qui lui a dit « Bon, eh bien je veux que vous posiez par acte notarié le fait que ma terre n'appartient plus qu'à elle-même et que j'en ai que l'usufruit. Et donc je me pose en gardien de cette terre, usufruitière, mais je ne suis pas son possesseur. » C'est symbolique, mais c'est extrêmement puissant de s'engager de cette manière-là. Et il y a un notaire français qui s'est intéressé aux droits de la nature, au crime d'écocide, que j'avais rencontré tout au début de mon combat, qui aujourd'hui essaie d'essaimer ce type d'idée du côté de Strasbourg et de Metz. Et il y a une vieille dame qui n'avait pas d'héritier et qui a dit, qui est allée le voir et qui lui a dit « Je veux que vous donniez une personnalité juridique à l'arbre centenaire qui est sur mon terrain et que quand je meurs, toute personne qui se retrouvera propriétaire de ce terrain ne puisse pas couper cet arbre parce que cet arbre a un droit à être, à exister et à rester là. » Et il l'a écrit. Donc c'est là où il faut comprendre que le droit est une histoire qu'on se raconte, est un récit, est une fiction. Le droit évolue. À une époque, les esclaves n'étaient pas des sujets de droit. Aujourd'hui, oui. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Le droit évolue en même temps que nos valeurs et le reflet de notre niveau de conscience à un moment donné sur des sujets qui nous touchent. Et donc c'est pour ça que je crois que le droit a cette capacité à s'harmoniser avec ce que l'on veut défendre collectivement et individuellement. Et c'est là aussi le rôle que vous pouvez jouer, vous, avec l'Assemblée populaire du Rhône, de montrer ce nouveau récit au monde. Alors là aussi, c'est vraiment up to you, comme disent les Anglais. Vous voyez, en Équateur, où les droits sont donc constitutionnels, qu'est-ce que ça veut dire des droits constitutionnels? Ça sert à quoi une constitution? Ça sert à poser des valeurs tellement importantes que quel que soit le gouvernement qui est élu, de gauche, de droite, du centre ou de Navarre, il est obligé de respecter les valeurs qui sont posées dans la Constitution. Donc c'est un socle de garantie qui est extrêmement important. Et donc en Équateur, où les droits sont constitutionnels, n'importe qui peut être gardien de n'importe quel écosystème. D'accord ? Les cas où ce sont des écosystèmes spécifiques qui ont été reconnus comme sujets de droit, par exemple en Nouvelle-Zélande, ce sont des écosystèmes sur lesquels vivaient de manière ancestrale des communautés maoris, des tribus maoris.
Et donc les gardiens qui ont été nommés, par exemple, d'une rivière, ce sont les tribus maoris qui ont vécu le long de cette rivière depuis toujours et ont été co-nommés gardiens les autorités, de manière à ce qu'il y ait parce que ils sont pas fondamentalement sur une terre souveraine, pour qu'il y ait une négociation qui se fasse entre les gardiens, par exemple, de la Whanganui River et les autorités blanches de Nouvelle-Zélande. Pareil en Colombie, ce sont les riverains. Donc c'est un choix, et c'est aussi un choix quasiment philosophique, c'est-à-dire que soit vous considérez comme un citoyen de la terre-mère et vous voulez défendre l'écosystème terrestre, et donc vous pouvez être gardien, vous pouvez considérer que vous pouvez être gardien de n'importe quel écosystème, soit il y a une loi et qui va déterminer qui peut représenter. Aujourd'hui, par exemple en France, vous ne pouvez pas faire d'action collective en justice pour des sujets en lien avec le climat, par exemple, mais vous pouvez le faire pour la biodiversité en tant que groupement de citoyens. Pour le climat, vous êtes obligé de passer par des associations. C'est pour ça que quand on a lancé l'affaire du siècle, cette plainte contre l'État français pour inaction climatique, on a été obligé de le faire à 4 associations et on n'a pas pu associer les citoyens à part par une pétition qui, je vous le rappelle, a été signée par 2 300 000 personnes en moins d'un mois. Donc ça a donné un poids énorme, d'ailleurs on a gagné. Mais aux Pays-Bas, où les citoyens peuvent faire des actions en justice de groupe, ou aux États-Unis, ce sont des citoyens qui ont porté une action climatique en justice. Donc ça va dépendre de vous, ça va dépendre aussi de la force symbolique que vous voulez porter. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus crédible en tant que gardien du Rhône parce que vous habitez le bassin du Rhône? Ou est-ce que vous pouvez ouvrir en disant, bon ben, on démarre ensemble, mais idéalement, ce vers quoi on veut, c'est que tout le monde puisse se retrouver protecteur et gardien de la nature. J'ai pas de réponse toute faite non plus. Pourquoi l'évolution du droit à la nature est-elle silente en France et en Europe? Alors avant de répondre à la question, je vais déjà faire une remarque sur la question elle-même. Alors il ne s'agit pas du droit à la nature, il s'agit des droits de la nature. Non mais c'est très intéressant parce que le droit à la nature est un nouveau droit qui est défendu et qui par exemple a été reconnu, si je ne me trompe pas, en Norvège ou au Danemark. Quelqu'un sait? Guy? Non? Pas? Bon. Enfin en tout cas dans un pays nordique, Suède, Norvège, Danemark, qui sont très très attachés à la protection de la nature, et donc ils ont reconnu un droit à la nature, c'est-à-dire un droit d'accès à la nature, qui s'oppose au droit de la propriété individuelle. C'est-à-dire dire, n'importe quel humain a le droit d'aller dans la nature, même sur un terrain qui est privé. Voilà. Donc ça, c'est un accès à la nature. Donc il y a le droit à la nature qui est un accès à la nature, il y a le droit à un environnement sain qui est un droit humain de vivre dans un environnement qui est sain, et puis il y a les droits de la nature qui sont le fait de reconnaître des éléments naturels sujets de droit pour eux-mêmes. Bon, voilà, ça c'était juste une aparté. Alors pourquoi c'est si lent en France et en Europe? Eh bien exactement pour ce que je viens de vous expliquer, parce que nous sommes les fondateurs du droit occidental, les fondateurs de la culture occidentale qui a dominé le monde, puisque même le droit international aujourd'hui, il s'est construit avec la Société des Nations en 28, puis en 45 avec les Nations Unies, et ce sont les gagnants de la Seconde Guerre mondiale qui finalement ont écrit, et qui sont aujourd'hui dans le Conseil de sécurité, les règles internationales. Et comme on était aussi les pays les plus riches, on a imposé aussi les règles commerciales qui nous convenaient à travers le monde pour maintenir effectivement un accès aux ressources dans le monde entier. Et ce droit s'est construit en fonction de notre culture occidentale, qui est donc une culture religieuse et philosophique, qui nous a fait croire que l'on pouvait vivre, d'une part, en maître et possesseur de la voiture, de la nature, et d'autre part, déconnecté de celle-ci, c'est-à-dire capable de survivre sans elle. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est pour ça que c'est si compliqué, parce que là, on arrive vraiment à la source du problème, en fait. Amener les droits de la nature en Europe, c'est secouer le cocotier à sa racine. Et c'est en ça que c'est aussi passionnant, parce que quand on voit qu'il y a des initiatives comme celle-ci, ou celle du Tavignano, ou celle de la Loire, et toutes celles qui sont en train d'émerger en France,
en Bretagne, au bord de la Durance, dans le comment on appelle ça, dans le Jura, donc les rivières comtoises, et puis des initiatives transfrontalières comme celle du Rhône ou comme celle de l'Escaut entre la Belgique, la France et on voit qu'il y a au sein de nos sociétés une volonté de questionner vraiment ces fondements culturels et de réfléchir à d'autres manières de fonctionner. Mais c'est normal qu'on soit les derniers. Oui, bien sûr. Le nouveau PLU, dans une ville, oui. Ça fait partie du droit, justement. Alors, ce qui est intéressant dans les nouveaux PLU, ils ont dû s'adapter à la législation européenne, comme beaucoup des lois que l'on a en France, bien évidemment. Et depuis quelques années, l'Europe cherche effectivement à protéger la biodiversité, à protéger les forêts, à protéger les corridors écologiques ou à en ouvrir. Et donc, les nouveaux PLU ont posé quelque chose je ne sais pas si vous l'avez vu chez vous, mais moi je me souviens d'Ordogne. Quand on était dans des espaces encore forestiers, naturels, sauvages, si on avait un terrain qui était constructible, s'il n'était pas construit, c'était il y a 3 ans, s'il n'était pas construit au moment du changement du PLUI, il est rebasculé en agricole. Il y a eu une panique, tout le monde voulait vendre son terrain avant le 31 décembre pour pouvoir le vendre au prix du constructible plutôt que de l'agricole. Et ça, c'est une loi européenne qui a dit, OK, on va centraliser tous les services au niveau des villes et des villes moyennes. On va faire, comme aux États-Unis, des résidences dortoirs partout. On va ramener tout le monde au plus près de ces services pour créer du multimodal, pour qu'il y ait moins d'émissions de gaz à effet de serre, pour qu'on utilise moins la voiture, etc., avec les grandes structures commerciales autour. Et on va essayer de désertifier, en fait, petit à petit, les espaces naturels. En soi, je comprends la logique. Sauf que, pour moi, là, ça nous met encore une fois dans une position où, et c'est une position qui est défendue par certains défenseurs de la nature, historiens, écrivains, etc., que j'entends parfois, qui disent l'humain est ingérable, et donc il faut interdire que l'humain n'ait plus droit à la nature. C'est-à-dire interdire l'accès à la nature aux humains, les parquer dans les villes, et laisser la nature se régénérer et se réensauvager. Moi, ça me pose un souci, parce que pour moi, c'est un constat d'échec. Soit on arrive à redevenir plus sobre, plus respectueux, et on arrive à réapprendre à vivre selon des règles en harmonie avec le vivant, soit effectivement on cloisonne, mais si on cloisonne, ça veut dire que fondamentalement, on se croit en capacité de vivre sans, pas seulement sans la nature pour manger, mais je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi j'ai besoin d'être dans la nature pour aller bien. Et je pense que vous allez avoir des ateliers cet après-midi là-dessus, sur la reliance avec la nature. On a besoin de se retrouver dans ces espaces naturels pour aller bien. Voilà, donc c'est un risque, c'est qu'effectivement, on nous dit qu'on est des pervers, qu'on est radicaux, etc. Mais je crois que c'est beaucoup plus radical pour moi et beaucoup plus violent de dire finalement, on est en constat d'échec, on a foutu la nature en l'air, donc plus personne n'a le droit d'aller la toucher. Et on va faire des tours et avec des usines à salade, comme il y a déjà au Japon et en Chine, qui ne voient jamais la lumière du soleil pour pouvoir nous nourrir près des villes, et puis on laisse la nature se réensauvager. C'est vraiment dommage si on en arrive là. Il faut qu'il y ait des zones de réensauvagement, mais que globalement on n'ait plus le droit d'accès à la nature, ça me pose problème. Alors, sommes-nous en retard pour avoir un réel impact afin d'inverser la tendance ? On est 50 ans en retard, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien faire. Comme je vous ai expliqué, chaque acte sauvera quelqu'un. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Sans sensibilisation des populations, une entité juridique pour la nature est-elle suffisante ? Oui, vous avez raison, ça va de pair. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous devenez porte-parole d'un nouveau concept juridique et d'un nouveau modèle de gouvernance, où vous considérez que vous êtes les gardiens du Rhône et que vous parlez au nom du Rhône,
À chaque fois que vous allez en parler autour de vous, à chaque fois que vous allez en parler dans les médias, vous allez être dans une démarche de sensibilisation. Ça va se faire automatiquement. Plus ce sera médiatisé, plus il y aura une sensibilisation. Mais au-delà de la sensibilisation, et je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a plusieurs manières de sensibiliser. On peut sensibiliser de manière intellectuelle, en posant des faits. Ok, en 2100, le glacier du Rhône aura peut-être disparu, les ressources en eau sont en train de baisser, la pollution plastique, c'est tant de pollution plastique, machin. Bon, si vous n'avez ce discours que en s'adressant à la tête, ça ne marchera pas. Il va falloir effectivement à un moment donné, et ça vous allez le trouver tout seul, je le sens, vous l'avez déjà trouvé pour beaucoup d'entre vous, il va falloir connecter et oser connecter à vos émotions. Oser être triste, oser être en colère, oser être... voilà, il va y avoir des phases, peut-être un peu de dépression, de deuil, c'est normal, et il va falloir accepter de montrer cette vulnérabilité, parce que c'est là où la nature va parler à travers vous. C'est là où la souffrance du monde vivant, dont vous faites partie, va parler à travers vous et va toucher l'autre. Hein, c'est en le sentant dans vos tripes. Donc, je pense que de fait, vous allez participer à une sensibilisation et elle sera d'autant plus efficace que vous vous adresserez aussi au cœur et au corps. Y a-t-il des récits d'expériences de rapport de force entre gouvernance et initiant des processus? J'essaie d'imaginer l'échelle en fait. Donc, bien sûr qu'il y en a un. Je vous donne un exemple concret. La ville de Toledo aux États-Unis, 70 000 habitants quand même, vote par référendum pour donner une personnalité juridique au lac Erie pollué par les effluents agricoles, avec les algues vertes là, qui se développent partout, etc. 70 000 personnes qui votent, 71% votent en faveur de la reconnaissance de la personnalité juridique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les lobbies industriels ont paniqué et donc ont contesté la légitimité du référendum auprès de la Chambre, enfin auprès de la justice, et la Chambre des représentants aux États-Unis de ce comté a voulu effectivement se mettre du côté des lobbies industriels et donc a défendu face aux juges le fait que ce référendum ne pouvait pas accoucher d'une loi officielle parce que ça rentrait en conflit, par exemple, avec le droit, la liberté d'entreprendre, qui est un principe constitutionnel aux États-Unis. Donc oui, forcément qu'il y a des rapports de force, mais ça va dépendre en fait de qui gouverne au moment où vous lancez l'initiative. Et sur le bassin du Rhône, vous allez trouver effectivement de temps en temps des politiques comme ici qui sont attentifs et qui ont envie de voir comment l'expérimentation va se mener. Et puis vous allez en avoir d'autres qui vont complètement bloquer. Mais ce qui est intéressant, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que le fait que certains commencent, par exemple, le maire de Lyon peut dire « Bon, c'est bien beau, nous, on essaye de protéger le Rhône, mais si au-dessus, les villes qui sont au-dessus polluent, on ne peut pas garantir les droits du Rhône, et ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la vôtre. Donc nous, on fait un effort pour les générations futures, qu'est-ce que vous faites ?» Et ça, c'est le rôle de Frédéric, qui est d'aller voir toutes les municipalités, tous les territoires au-dessus, et que vous allez pouvoir peut-être accompagner pour le faire, pour que ce soit encore plus punchy, jusqu'en Suisse, en disant, mais si on veut effectivement que le Rhône retrouve sa naturalité, sa vie, il faut que tout le monde s'y mette. Et ça va faire boule de neige. Et on va avoir des municipalités qui vont dire, ah ben moi je veux m'engager, moi je veux m'engager, moi je veux m'engager. Et à un moment donné, il y en aura tellement qu'au niveau de l'État, ça va commencer à secouer, en disant, bon ben alors, est-ce qu'on en parle? Parce que c'est quand même des sujets qui ont déjà été abordés. Hein. Au moment de la réforme de la Constitution en 2018, il y a des députés qui sont venus en disant, il faudrait reconnaître les droits de la nature dans la Constitution. C'est dans les programmes politiques de au moins 5 partis aujourd'hui, parce que ce plaidoyer qu'on mène depuis 10-15 ans, il a quand même fait un peu boule de neige. Vous partez pas de rien. D'accord? Vous arrivez dans un terreau qui commence à être fertile.
Mais ça ne peut pas être porté que par des individus comme moi, comme Frédéric. Il faut que ce soit porté par des citoyens. Donc par vous. Voilà. Courage.